Voilà, donc je tiens à vous remercier au nom des organisateurs de cette rencontre, à vous remercier d'avoir bravé le mauvais temps, la pluie, pour venir assister à cette présentation de l'ouvrage intitulé Réflexion sur la responsabilité des intellectuels congolais dans la crise en RDC, mais aussi la conférence qui sera animée par le professeur Kamana juste après cela, après la présentation de l'ouvrage. Et la conférence va tourner autour du drame de l'intellectuel congolais. Donc, vous voyez que les deux sujets vont de pair. On parle aujourd'hui des intellectuels congolais. Donc, l'ouvrage a été écrit par Freddy Moulumba Kabouaï, DGA de la RTNC, politologue que vous connaissez très bien. Il va nous parler de cet ouvrage dans un premier temps. Dans un second temps, vous allez pouvoir poser des questions, des suggestions, préoccupations pour ceux qui ont lu l'ouvrage ou ceux qui n'ont pas encore lu. Et l'occasion est donnée aussi à certaines personnes de pouvoir s'en procurer, parce que nous avons quelques exemplaires de cet ouvrage ici. Après le débat sur l'ouvrage de Freddy Moulumba, nous allons passer à la conférence débat avec le professeur Kamana. Et vous aurez là encore une possibilité, une opportunité de pouvoir poser des questions ou de contribuer. Sans plus tarder, je vais donc passer la parole à Freddy Moulumba pour qu'il nous présente le livre qu'il a écrit, quel est le contenu de cet ouvrage, pourquoi il parle des intellectuels congolais, il va nous le dire. Freddy Moulumba, vous avez la parole. Cet ouvrage, c'est une deuxième édition. La première, je l'ai faite en 2007. Ça a été préfacé par le professeur Kamana, que j'ai connu à partir du Sam au Cameroun. Ça fait au moins plus de 10 ans qu'on travaille ensemble avec lui. Pourquoi j'ai écrit cet ouvrage? Vous savez, en retournant ici, j'ai passé beaucoup de temps dans le potentiel. J'étais journaliste, après responsable. Et un jour, le prof Chozambié est passé, il a fait un article en 1998 parlant d'intellectuels, de professeurs d'université. L'article était intitulé « La mort aura-t-elle raison de la double mission du professeur de l'université de Kinshasa ?» Donc, le prof Chozambié s'est plaigné. À partir de ce que le prof Chozambié a écrit, j'ai essayé de réfléchir avec le contact avec même pas de professeurs. Maintenant, le contenu. Vous avez les préfaces du professeur Kamana. Vous allez les lire après. Quand j'étais au potentiel, vous savez, quand on vient de l'Europe, on est un peu révolté. La misère dans laquelle les Congolais vivent, surtout les professeurs d'université, très mal payés. Et quand le prof Choza a écrit, je suis parti de son article. Et le premier chapitre de mon petit livre est intitulé « Des intellectuels congolais entre vérité, survie et exil ». Vous savez, il y a des gens qui veulent travailler correctement. Mais quand les enfants meurent de faim, ils ne vous ont pas demandé d'être intellectuel. Vous allez faire comment? Soit vous acceptez la corruption, comme beaucoup ont travaillé avec le régime Mobutu, et soit vous partez à l'étranger, comme les profs qui ont fui, après avoir écrit un article en 1978, qui va vous parler de ça, ils partent en exil. Mais l'exil n'est pas seulement ceux qui partent à l'étranger, même ici. Il y a des gens qui ont des ouvrages, qui ont des essais, qui ont des romans qui ne savent pas publier. Et si vous publiez, vous attaquez le pouvoir, automatiquement, vous êtes réprimé. On fait comment? On s'éteint. Donc l'exil, il ne faut pas seulement le voir par rapport à l'étranger. Et pendant la période que j'ai passée au potentiel, j'ai eu des contacts avec des hommes politiques. Vous savez, je suis arrivé ici en 1992, 3 jours avant l'élection de Tshisekedi. Quand on vient de l'Europe, on pense qu'ici il n'y a rien. Mais j'étais frappé pour voir le pouvoir que Tshisekedi avait. Les gens qui étaient dans la rue quand il a été voté, et son débat entre lui et Thomas Kanza. Et Tshisekedi avait prononcé un seul mot. On lui a demandé son programme. Thomas Kanza a développé tout ce qui était l'économie, un grand intellectuel.
Il faisait sauter avec un seul mot. Monseigneur, changement. Et la salle était debout. Et le match était tout fini. Donc c'est comme ça que j'ai fait le deuxième chapitre, les intérêts congolais dans l'arène politique. Ceux qui sont entrés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ils trahissent? Pourquoi Mobutu, qui n'a pas fait l'université, a su gérer tous ces gens? Qu'est-ce qui se passe? Et je suis arrivé à une conclusion que c'est l'école. L'école a produit, l'école coloniale et l'école congolaise, même jusqu'à présent, produit des capitaux, pas des intellectuels. Et ces gens travaillent pour les intérêts étrangers. Ce qui fait qu'ils abandonnent notre peuple. Donc quand ils entrent en politique, ce n'est pas pour rendre notre peuple heureux, c'est pour s'enrichir pour eux et pour leurs familles. Et pour leurs maîtres qui sont soit en Belgique, soit en Amérique. Et le troisième chapitre, j'ai observé aussi pendant cette période l'organisation séminaire scientifique. Donc, l'intitule Séminaire dit scientifique, tremplin politique au masque des intérêts étrangers. C'était frappant. Vous passez partout, telle fondation, telle ambassade organise un débat sur les droits de l'homme, un débat sur les partis politiques. Et généralement, les gens qui se trouvaient là-bas, c'était des politiciens, avec leurs amis intellectuels, certains professeurs d'université. Les mêmes discours. Et ceux qui donnaient l'argent avaient toujours tendance à orienter le débat. Donc, vous devez choisir tel système contre un autre. J'ai dit, mais ça, ce ne sont pas les séminaires scientifiques. Ça, c'est la rencontre entre les politiciens, soit ceux qui sont au pouvoir, soit ceux qui sont en dehors du pouvoir, pour avoir une certaine crédibilité auprès de notre opinion. Et j'ai constaté que toutes les ONG ici, les fondations qui financent les Congolais, ils ne les font pas pour les beaux yeux. Il y a une dimension idéologique. Et vous allez voir, quand, sur le plan économique, quand il y a, je prends l'exemple de la privatisation, on a créé, on a mis en place tout un club, c'est bien un club de professeurs d'économie, qui soutiennent les discours venant du Fonds monétaire de la Banque mondiale. Mais c'était rare de voir des professeurs d'économie remettre en cause ces discours. Pourquoi? D'abord, celui qui organise les forums, c'est lui qui donne l'argent. On fait comment? Soit on ne prend pas, et si on prend, on doit parler le langage du maître. Et j'explique qu'il faudrait qu'on cesse avec ça. Et que les gens s'organisent, les intellectuels, dans des clubs, et cherchent de l'argent pour fonctionner. Donc sans autonomie financière, on n'a pas d'autonomie intellectuelle. Voilà pourquoi beaucoup d'intellectuels sont corrompus, ou bien ils sont utilisés par les hommes politiques. Quatrième partie, c'est la société et l'État congolais ont-ils besoin des intellectuels de la science? Moi, je suis tellement écœuré de voir qu'on parle de développement, émergence. Mais pour là où les pays ont émergé, là où il y a développement, c'est parce qu'on a fait appel aux hommes de sciences, aux intellectuels. Mais chez nous, c'est le contraire. On casse les universités, on casse l'école, mais on a un discours développement, bonne gouvernance, émergence. On va émerger avec quoi? C'est tel discours qui embrouille nos élites et notre peuple. Et on oublie l'essentiel. Et pour arriver à décider de vous-même, il faut que vous soyez indépendant. On doit financer la science, financer les universités, centres de recherche, financer les écoles, pour qu'à la fin, on ait une élite de qualité qui peut travailler pour le développement, pour l'amélioration de la vie de sa population. Ce n'est pas le cas. Généralement, c'est les discours qui viennent de l'étranger. Vous devez faire cela. Donc ça, c'était le quatrième partie. Et la cinquième, la dernière, il intitule « Nécessité
du renouvellement de la pensée et de la spiritualité. J'ai trouvé qu'on est tellement faible ici. Les Congolais ont tendance à faire plaisir. Même si ce n'est pas correct. On fait plaisir aux Blancs, on peut faire plaisir aux hommes politiques, on fait plaisir à tous les étrangers. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Donc notre problème, je dirais, il est tellement culturel. La plupart de nos enfants, même beaucoup d'universitaires, connaissent Kant, Karl Marx. Et quand vous allez poser la question, si vous connaissez Kamana, Mujimbe, Ngal, Kusonano Kacham, on ne les connaît pas. On ne peut pas se développer avec la pensée des autres. C'est impossible. Mais regardez, les contenus ici, la bonne gouvernance, c'est bon. Et les contenus idéologiques. C'est la vision, je dirais, un peu néolibérale qu'on veut nous imposer. Aujourd'hui, il y a la zone de libre-échange. Est-ce que vous avez vu des débats même dans la presse africaine? Rien. Donc on va encore nous imposer une vision néolibérale. Mais comme on nous a dit que vous étudiez pour manger et dormir, on a accepté. Et notre peuple nous regarde. Et généralement, d'ailleurs, dans l'introduction de mon petit livre ici, je suis parti d'une phrase, quand vous partez à la cité, on vous dit, mais quand les Blancs étaient ici, on mangeait, mais aussi, ils nous battaient, mais donnaient à manger. Mais quand nos frères noirs ont pris le pouvoir, non seulement ils nous battent, ils nous privent de la liberté, ils nous privent même à manger. Donc une déception totale. Ça signifie que l'élite qui devrait faire son travail a échoué. Donc ça, on peut le dire aujourd'hui, les intellectuels congolais ont échoué. C'est un échec, on ne peut pas encore discuter. On reconnaît un bon arbre par ses fruits. L'autre élément, il y a Kabila qui a parlé derrière moi. Le président Kabila, dans sa dernière interview avec Brackman, Kabila dit, je suis dessus du fait qu'on n'a pas changé les Congolais. Heureusement, les Congolais ne m'ont pas changé. Voilà ce qui démontre que l'élite intellectuelle a échoué. Est-ce que vous avez vu des débats dans la presse, même à l'université, pour comprendre pourquoi le président Kabila a parlé ainsi? Rien. Tout le monde se bat pour être ministre, quelquefois porteur de mallettes des gens qui ne peuvent pas être des ministres. C'est dramatique de voir que notre élite intellectuelle n'a pas d'ambition. Deuxième dimension, en dehors de la dimension spirituelle, c'est la dimension culturelle, donc la pensée, la dimension spirituelle. J'ai pris l'exemple des Kalonji Dioton que vous connaissez bien. Parce que moi, je peux comprendre. Je suis parti d'une analyse d'un Camerounais. Il a pris l'exemple du Cameroun. Comment expliquer que les Africains, les Camerounais sont des francs-maçons? Ils sont rose-chrétiens. Mais quand on est franc-maçon, rose-chrétien en Amérique, ailleurs, on construit de grands bâtiments, on fait de bonnes choses pour la société. Mais comment chez nous, ça ne marche pas? J'ai essayé un peu de prendre le cas de Kalonji Dioton, qui a fait un témoignage, je ne sais pas, quand vous lirez les livres, vous comprendrez. Kalonji dit, on devrait devenir Moulopoé, donc le roi de Bakwanga. Un jour, il se retrouve avec des sorciers au-dessus de l'arbre, à 16 h. Et en bas, les gens discutaient. Dans la période de son père. On lui a demandé son papa, ou bien son fils, ou bien sa maman, ou bien sa femme. Kalonji a refusé. Dès qu'il a refusé, il s'est retrouvé par terre. Il témoigne vrai. Il s'est retrouvé par terre, il a perdu le pouvoir. Mais il n'a pas tout dit. Il ne peut pas tout dire quand on est déjà sorcier. Mais Kalonji est franc-maçon et rose-chrétien. Et dans sa qualité de rose-chrétien, Kalonji dit qu'il a eu beaucoup d'intuition qui a évité à ce qu'on puisse l'assassiner. Une question. Est-ce que Kalonji travaillait pour le peuple du Kasaï, Luba, ou bien pour les intérêts étrangers? Donc voilà les dilemmes dans lesquels se trouvent nos élites. Tantôt on est avec l'Occident, tantôt on est avec nos histoires de chez nous, ça crée un désordre. En fait, en écrivant ce petit ouvrage, c'est pour qu'il y ait un débat. Ce n'est pas normal que le monde est en pleine imitation. Quand vous regardez les télévisions africaines, publiques, donc chaque jour, je suis la télévision, il y a une catastrophe. Les gens sont encore dans l'histoire de Dialéo, tout le monde danse, tout le monde boit. Ils ne comprennent pas que le monde a basculé.
pour voir des véritables débats de fond. Il n'y en a pas. Il n'y a pas que chez nous. Et tu vois, par exemple, le cas de Burundi, Monsieur le Président Nkurunziza est pasteur. Il passe tout le temps à prêcher dans les villages. Alors que les gens là, c'est déjà diffusé. Donc on ne comprend pas que le monde a changé. Donc je dis, c'est pour permettre à ceux qu'on tire des leçons de l'histoire que l'élite africaine, que l'intellectuel africain prenne sa place. C'est anormal. Donc si nous ne faisons rien, si on ne s'organise pas, si on ne prend pas la hauteur, on va payer. Peut-être on pourra voir encore pire que l'esclavage. Donc il faudrait que les intellectuels prennent leur destin en main. Je vous remercie. Merci beaucoup. Cet ouvrage m'a vraiment redonné peut-être courage, mais aussi m'a permis de comprendre certaines choses. Dans ce livre, donc, Freddy Mulumba a essayé de nous expliquer. Ce livre pose un problème crucial. L'intellectuel doit-il vendre son âme ou se laisser corrompre? C'est la question qui se pose dans cet ouvrage. Freddy Mulumba également a relevé le fait que les intellectuels congolais ont été paupérisés complètement. Et il venait de le dire, sans autonomie financière, c'est difficile d'avoir des intellectuels. Et comme il le dit aussi quelque part dans son livre, parfois l'intellectuel choisit entre la survie sur le plan économique, financier, ou bien devenir intellectuel et rester pauvre. Il a parlé de la fuite des cerveaux, des intellectuels qui vont à l'étranger pour essayer de trouver un lendemain meilleur, parce qu'ici, ils ne peuvent pas dire la vérité, ils sont obligés de s'exiler pour aller se cacher. Il a mis aussi l'accent, et dans cet ouvrage, il le dit si bien, c'est l'abandon de nos universités, laisser à l'abandon. On casse l'école, on casse les universités pour fragiliser, détruire le côté intellectuel ou détruire les intellectuels congolais. Il s'interroge sur le fait que pourquoi les intellectuels congolais préfèrent accepter si facilement les discours qui nous viennent de l'étranger. Ils n'arrivent pas à dire non. Ils acceptent tout ce qui vient de l'étranger. Et il a pris l'exemple des forums et débats où les thèmes à débattre sur notre propre pays sont proposés par les gens qui financent. Et vous devez en débattre là-dessus. Si vous voulez sortir de ce thème, on vous dira prochainement, vous n'aurez pas de financement. C'est la même chose avec les ONG aujourd'hui, les droits de l'homme, qui ont toujours tendance à tirer sur le pouvoir en place parce qu'il y a derrière les subsides et les fonds. Si vous ne le faites pas, prochainement, on vous finance. Nous allons passer à la conférence débat autour toujours du drame de l'intellectuel congolais, comme pour dire que le professeur Kabana va encore lui aussi enfoncer le clou. Depuis de longues années, je suis en train de chercher les réponses congolaises aux problèmes du Congo, et particulièrement les réponses congolaises à la crise de l'intelligence congolaise aujourd'hui. Quand j'étais encore étudiant en philosophie à la faculté de théologie catholique ici à Kinshasa, un de mes compagnons qui vit aujourd'hui en Allemagne, l'égyptologue et philosophe Bilolo Mubabin, avait proposé la première solution pour en finir avec la crise des intellectuels, la crise de la société congolaise dans son ensemble. Et sa réponse était claire, simple, c'est la guillotine. Il avait écrit un texte intitulé « La guillotine comme remède au mal zaïrois ». Parce que, pensait-il, qu'on ne changera pas le Congo sans que nous versions le sang à la crise qui est la nôtre
Et tant que ce rite-là n'est pas fait, disait-il, eh bien, ne vous attendez pas à ce que le Congo change. Il est allé faire des études en Europe après sa licence à la faculté de théologie. Et maintenant, il est égyptologue et il vit en Allemagne, mais il est très engagé dans les débats sur le Congo aujourd'hui. Et il n'en demeure pas toujours par rapport à sa thèse fondamentale de départ que la guillotine devrait être la solution au mal zaïrois. Alors, on peut comprendre ça et le traduire autrement. Tant qu'on n'a pas coupé suffisamment de têtes des intellectuels au Congo, le Congo ne marchera pas. J'ai retenu cette solution, même si je n'en partage pas la violence et la volonté d'une révolution sanglante. Mais une autre solution congolaise au problème du Congo, je l'ai trouvée chez Valentin Yves Moudimbe. Moudimbe a dit qu'il faut une psychanalyse collective à la société congolaise. Une psychanalyse. Ça veut dire entrer au plus profond de l'inconscient, du subconscient, des structures de la personnalité congolaise pour que, exactement comme font les psychanalystes dans la psychanalyse des individus, faire la même chose pour qu'à un certain moment, en écoutant les discours des Congolais, en analysant la parole congolaise, en lisant les livres des Congolais, en voyant comment fonctionnent les institutions, à un certain moment, nous puissions mettre la main sur le point qui ne colle pas. Parce qu'il doit y avoir une psychanalyse collective. Mais Moudimbe n'a jamais tenté de faire lui-même cette psychanalyse collective, mais il nous met sur la piste où il faut regarder au plus profond de nous-mêmes en tant que Congolais et trouver une solution. Et cette manière de voir le problème du Congo en termes psychanalytiques pour aller jusqu'au fond des choses, c'est hier encore quand on discutait avec le professeur Thiembe au restaurant l'Orangerie qu'il a encore soulevé cette question, mais cette fois en citant un autre professeur d'université, c'est le professeur Mampouya, qui, dans une conférence à Nancy, une conférence qui réunissait beaucoup de Congolais de l'étranger à ce moment-là, a posé quand même la question très simple. Il faut avoir le courage de nous poser cette question. Pourquoi? Alors que nous avons étudié avec les Blancs, dans leurs universités, ils parlaient à la diaspora, dans leurs universités, nous avons même été les meilleurs face à eux. Comment se fait-il qu'une fois que les études sont terminées, que nous travaillons, pourquoi ils réussissent toujours mieux que nous? N'y a-t-il pas, et c'est là qu'il renvoie à Moudimbe à cette psychanalyse collective, qu'est-ce qui se passe pour que nous, on échoue systématiquement? Parce qu'il ne s'agit pas d'un échec sectoriel, non, c'est globalement et systématiquement, qu'est-ce qui ne va pas? La question reste posée parce qu'il faut aller au fin fond de la psychanalyse collective de l'homme congolais, on peut même élargir de l'homme africain pour dire mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et qui ne marche pas. La troisième solution que j'ai trouvée et contre laquelle mon ami Freddy Moulumba ici se bat depuis des années, il y a des Congolais qui croient vraiment qu'il faut balkaniser ce pays, qu'il est trop grand pour la capacité
de gestion et d'administration des élites congolaises et des Congolais dans leur ensemble. C'est-à-dire, un noir n'est pas capable de diriger une entité aussi grande, aussi complexe que le Congo aujourd'hui. Freddy Mulumba se bat depuis des années contre cette idée. Mais moi, je suis en train de vivre à Goma, à l'est de ce pays, où j'entends, dans les milieux intellectuels, les gens continuent à dire, oui, il faut vraiment balkaniser ce pays. C'est-à-dire, nous sommes convaincus maintenant à Goma que nous appartenons à l'est, à l'espace est du pays. Ça veut dire qu'il va jusqu'à Mombasa et à l'océan Indien. C'est là notre espace. C'est là que nous devons construire notre avenir. C'est là que nous devons poser les bases d'un pays. On avait même trouvé le nom, c'est la République des volcans. Et que ces pays seraient mieux dirigés et mieux administrés et pourraient réussir le processus du développement. Il y en a qui croient encore sérieusement à cette balkanisation et il n'est pas sûr que les débats soient finis aujourd'hui. Parce que, se demande-t-on, n'y a-t-il pas chez les gens de l'Ouest aujourd'hui quelque chose qui ne tourne pas bien et dont Kinshasa est le symbole? Est-ce que le fait d'avoir la capitale à Kinshasa, avec les élites de Kinshasa et surtout les grands éducateurs à Kinshasa, que sont non pas les professeurs d'université, mais les musiciens, les brasseries, les pasteurs de toutes les églises possibles et impossibles, et toute cette élite-là, aujourd'hui, ne conduit pas à créer une réponse solide au problème du Congo. Il faut alors balkaniser. La quatrième, la dernière solution que j'ai vue, sur laquelle les Congolais discutent, et sérieusement, quoi, c'est de dire, n'est-il pas temps de recoloniser ce pays? C'est-à-dire de redonner à la Belgique ce pays dont, mais dit-on, le titre de propriété appartient toujours à leur ancêtre qui était Léopold II. Et qu'il serait bien, par exemple, au niveau international, que la Belgique ressorte un peu ses titres fonciers et demande que le Congo revienne à la Belgique. Et les gens discutent sérieusement des Congolais. Je ne parle pas de ce que les étrangers pensent. C'est des Congolais qui disent, oui, nous avons échoué. Comme les Freddy vient de le dire, nous avons échoué. Les intellectuels, les élites, nous ne pouvons pas diriger ce pays. Il y a des gens que cela intéresserait de le diriger. Alors on pense à nos anciens colonisateurs, mais certains disent, peut-être que c'est déjà passé la période de la colonisation, mais une solution avec les Chinois, avec les BRICS, avec d'autres, nous donnerait quand même une nouvelle élite capable de gérer, d'administrer et de faire de ces pays ce qu'il doit être. En fait, dans toutes ces solutions congolaises sur lesquelles je me suis penché, je vois qu'on ne met pas dans l'équation l'homme congolais actuel comme capable de diriger, d'administrer, de gérer et de faire de ce Congo ce qu'il peut être. Et alors nous arrivons au centre du problème. Et le centre du problème, c'est nous-mêmes. C'est la manière dont nous sommes formatés, configurés, et la capacité que nous avons
de regarder cet homme congolais en face, de nous regarder en face et de nous dire nous-mêmes ce que nous sommes capables de faire ou de ne pas faire aujourd'hui. Et face à ces solutions, quand j'ai réfléchi, je me dis, est-ce que, au lieu de nous précipiter pour sauter vers la conclusion sous forme des solutions que je viens de vous donner, qui sont des solutions congolaises aux problèmes du Congo, il serait peut-être bon de nous donner d'abord le temps d'affiner l'analyse sur ce qui nous arrive. Et affiner cette analyse, c'est nous intégrer dans notre propre histoire pour savoir d'où nous venons et au moins analyser qui nous sommes véritablement aujourd'hui. Et c'est là qu'il faut remonter dans une analyse historique vers la période de l'esclavage et le prix que nous avons payé, où les meilleurs d'entre nous au Congo aujourd'hui, au début des temps modernes, les meilleurs sont partis. Ils ont été mis dans les cales de bateaux de négriers, amenés aux États-Unis, amenés en Europe. Et quand tous les meilleurs sont partis, qui sont restés dans notre pays? Eh bien, ils sont restés les vieillards impotents, les fous, les malades, les improductifs, qui ont été la base de la société qui est la nôtre. En fait, nous tous là, nous sommes les descendants des faibles, des fous, des improductifs, des gens dont la capacité de réflexion a été fortement diminuée. Et ce que nous vivons, c'est la conséquence de cette destruction de la capacité d'utilisation de la raison comme telle. Et il suffit de regarder le Congo aujourd'hui pour nous rendre compte que nous sommes une société où la raison ne fonctionne plus. Parce que quelque chose de l'ordre de la pathologie fondamentale de notre être s'est transmis de génération en génération. Et nous arrivons alors à donner l'image d'une société que personne, du point de vue rationnel, n'arrive à comprendre dans ce qui se passe. On ne peut pas avoir ce que nous avons du point de vue des richesses naturelles, du point de vue du sol, du sous-sol, de l'air, de la forêt et tout, et en même temps être aussi pauvre comme nous sommes. Personne ne comprend rien. Monsengo lui-même disait, même Dieu ne comprend pas pourquoi le Congo est pauvre. Même Dieu. Donc, si Dieu ne peut pas comprendre ce qui se passe au Congo, qui va le comprendre? Donc, nous avons été détruits dans cette capacité d'utilisation de la raison. Et cette capacité nous a alors, cette destruction de nos capacités d'utilisation de la matière grise, d'utilisation rationnelle de notre cerveau, cela a conduit à quoi? À vivre dans une société où les valeurs ont été détruites. Et nous arrivons alors à comprendre pourquoi ces mots d'antivaleur a eu une fortune extraordinaire dans notre pays. C'est le pays des antivaleurs, par excellence. C'est le pays où il y a des moments où on se dit, mais qu'est-ce qui se passe véritablement qu'un pays puisse détruire sa propre structure, ses propres structures d'organisation avec la corruption comme système de fonctionnement accepté. Quand un pays n'investit pas dans le savoir, n'investit pas dans l'éthique, mais trouve que la corruption peut faire fonctionner la nation, parce que tous ceux qui sont dans les structures du pouvoir veulent s'enrichir, et s'enrichir à partir de l'accaparement personnel des richesses d'un État.
au sujet de notre budget, par exemple. Moi, j'ai vu pendant la campagne électorale, Noël Tchani avait proposé un plan où il disait qu'il est capable, lui, de trouver de l'argent au Congo, à l'intérieur du Congo, pour atteindre un budget de 70 milliards. C'est Tchani qui dit ça. C'est un économiste sérieux, hein, qui a travaillé dans des institutions sérieuses. Et quand on lui demande comment vous allez faire, il a dit, je vais d'abord commencer par réorganiser le système de douanes et de taxes, où tout l'argent du pays entre dans les mains dans les intérêts personnels. Vous arrivez dans une ville comme Goma, où j'ai vu maintenant, nous sommes en pleine guerre. Hein, mais quand vous voyez les maisons qui se construisent, mais nous qui réfléchissons, on se pose la question, d'où vient cet argent? Mais personne, au niveau de l'État, ne cherche à savoir d'où vient cet argent et comment on s'enrichit au Congo. Alors ça veut dire que quand on a détruit l'intelligence, quand on a détruit les valeurs, le pays détruit en même temps ses capacités de projection dans des utopies de construction d'une nouvelle société. Et nous en sommes là véritablement. On n'a pas quelqu'un pour nous faire rêver. Parce qu'un pays ne se construit pas s'il n'y a pas de gens pour le faire rêver de quelque chose de grand, de puissant, autour duquel nous pouvons construire notre avenir. Les utopies congolaises aujourd'hui, en fait, je n'en vois pas. Parce que s'il y en avait, ça se verrait dans notre musique. Parce que c'est le lieu où nous sommes complètement rassemblés. Et moi, j'étudie, et particulièrement, chaque fois qu'il y a un morceau à succès dans notre ville, dans notre capitale, parce que c'est de la capitale que tout se fait, et puis ça envahit tous les Congos. Alors, quand je regarde les chansons à succès, où peuvent s'investir véritablement les Congolais dans la production des utopies de l'avenir, je suis déçu, parce que c'est vraiment en dessous de la ceinture. C'est du type Eloko, hein, de Fali Ipupa, c'est du type de l'autre, Robinho Mundibou, hein, Tiana Noboye. J'ai dit, mais comment est-ce qu'un pays peut manquer d'utopie à ce point? Alors, si nous ne rêvons pas ensemble pour quelque chose de grand, comment voulons-nous construire un pays grand, prospère, et qui puisse se faire respecter parce qu'il se respecte lui-même? Nous sommes alors devant ces problèmes et il faut l'affronter. Et pour l'affronter, il faut regarder alors la classe de ceux qui sont censés donner à ces pays une orientation, une utopie. Et regardez alors ces intellectuels dont nous parlons et voir quel est leur système de connaissance de la réalité aujourd'hui et particulièrement du monde dans lequel nous vivons. C'est impressionnant, ça se voit à travers la recherche universitaire et particulièrement les mémoires et les thèses de doctorat de Congolais. Et moi, je ne regarde pas ce qu'ils écrivent, je regarde les notes en bas de page. Parce que c'est là qu'on voit comment fonctionne une recherche dans ce pays. Et dans les notes de bas de page, de nos thèses et de doctorat et tout, eh bien, vous voyez de qui nous dépendons. Les concepts essentiels, les théories, la vision du monde, c'est-à-dire tout ce que nous mettons en bas de page pour dire, voilà les sous-bassements de notre recherche, eh bien, ça vient d'ailleurs. Ça vient d'ailleurs. Alors vous dites, mais est-ce qu'au bout de toutes ces années d'université, nous n'avons pas suffisamment de solidité
pour travailler sur nos propres théories. À un certain moment, toujours Freddy Moulumbassala, tellement énervé qu'il a dit dans un des articles, il faut foutre dehors toutes les théories sur le développement du pays parce que ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné parce que ça n'a jamais été pensé pour nous. Et ça n'a jamais été pensé pour nous, mais nous, on est tous les élites congolaises, nous qui avons reçu les bourses au temps de l'UNASAL pour aller étudier en Europe et tout ça. Mais nous avons étudié, mais nous avons oublié pourquoi nous avons été envoyés en Europe. Pourtant, c'est depuis 1961 que Cheikh Anta Diop avait dit pourquoi nous devons aller en Europe. Il avait donné la réponse, c'est pour simplement apprendre à vaincre sans avoir raison. C'est apprendre à avoir la puissance pour s'imposer dans le monde. Mais quand nous allons là-bas, eh bien, nous refusons cette solution. Nous accumulons des théories. Et dès que nous revenons ici chez nous, nous nous rendons compte que ça ne marche pas. Quand j'ai fini ma thèse de philosophie à Strasbourg, et ma thèse de philosophie à l'université libre de Bruxelles et ma thèse de théologie à l'université de Strasbourg. Quand je suis revenu ici, mais il m'a suffi de 6 mois pour sentir que mes thèses étaient périmées. C'était impossible de transformer le Congo avec tout ce que j'avais accumulé dans mes thèses. C'était impossible parce que les cadres ne concordaient pas, hein, la situation était tellement différente. Mais nous nous accrochons toujours à ces théories-là et nous ne changeons pas nos pays parce que notre système de connaissances est extraverti. Nous sommes dans un pays qui a des contraintes. Des gens comme Sankara l'avaient compris, que si vous voulez qu'on change le Burkina Faso, disait-il, mais vivons avec les moyens du Burkina Faso. Mais nos désirs, pour les intellectuels, ce n'est pas possible. Vous dites que nous sommes pauvres, hein? On ne nous donne pas assez de paix. Nous sommes surtout pauvres parce que notre pensée est pauvre et notre désir est pauvre. Et nous ne savons pas chercher à être, comme disait encore Freddy, une structure organisée. Parce que Tchani l'a prouvé dans ses propositions, il est possible que les Congolais puissent vivre décemment, rien qu'avec l'argent du Congo aujourd'hui. Mais il faut pour cela que l'argent du Congo soit congolais. C'est encore le ministre belge, là, c'est lui qui disait que nous sommes un coffre fort, donc nous n'avons pas la clé. Il dit quelque chose de très vrai. Alors, si nous n'avons pas la clé, il y a quelqu'un d'autre qui va nous distribuer notre propre argent. Et à ce moment-là, il va nous dominer parce que nos désirs ne sont pas dictés par nous-mêmes. Comme nos utopies, d'ailleurs. Voilà la construction de la personnalité de l'intellectuel ou de l'élite du Congo aujourd'hui. Il faut alors, après cette analyse, nous dire il faut des ruptures. Et il faut qu'il y ait une force qui s'organise autour de cette idée de rupture et autour de l'idée du renouveau congolais. Avec des gens qui disent, nous avons compris ce qui ne va pas en nous, et bien désormais, ensemble, voici l'orientation que nous allons donner à notre pays. Et pour ça, il faut faire une vraie révolution. Et parmi toutes les grandes révolutions de l'histoire, celle qui m'a le plus impressionné personnellement, c'est la révolution monastique. Le jour où certaines personnes se sont rendues compte que l'Europe était en train de s'effondrer en termes d'intelligence, en termes de valeurs, en termes d'utopie, des gens ont dit, eh bien, nous quittons cette société, nous nous mettons ailleurs et nous travaillons pour un autre système. Et ils ont créé, prié, travaillé et changé la société. Et ils se sont lancés dans
la construction d'une nouvelle éducation pour donner à l'Europe un nouveau type d'Européen. C'est-à-dire, ils ont fait une révolution et ils ont fait de l'éducation le cœur de cette révolution. L'Europe est aujourd'hui le produit de cette révolution monastique. Des gens qui ont cassé avec une société pour pouvoir donner une autre éducation et avoir une élite des jeunes formés pour changer la société. Eh bien, il faut aujourd'hui qu'il y ait des Congolais qui, quand ils ont compris ces choses-là, créer des universités alternatives. Universités alternatives, où nous apprenons autre chose à nos enfants, où nous leur donnons la culture de l'intelligence, la culture de l'éthique, la culture de la spiritualité vraie, et pas celle qui s'impose dans nos sociétés et qui nous... trop de bruit pour rien. Il faut arriver alors à des universités, quand je dis des universités alternatives, des lieux alternatifs où, comme les moines avaient créé des monastères, et nous créons des lieux alternatifs où les jeunes sont éduqués à construire un Congo grand. Ne me demandez pas comment on va financer ça. Regardez le programme de Tchani. Tout est là-dedans. Et alors, il faut qu'il y ait ceux qui comprennent ça, qui s'engagent dans la politique. Qu'on ait quand même des hommes politiques capables de se présenter comme des hommes d'une intelligence supérieure pour nous conduire quelque part. Et il y en a, nous pouvons quand même dire qu'il y en a suffisamment dans ce pays, et s'ils se lancent là-dedans et décident de nous donner des orientations, beaucoup de gens pourront suivre grâce au charisme d'une éducation. Mais il y a trop de fraude. Comment? Trop de fraude. Oui, il y a trop de fraude. Mais ça, c'est le mal contre lequel nous allons nous battre. Si on crée des universités alternatives, c'est pour qu'il n'y entre que des gens qui ne peuvent pas frauder. Donc, c'est la question de l'intelligence, la question de l'éthique, la question de l'utopie, la question de la construction des lieux alternatifs pour voir comment conduire ce pays qui est notre problème essentiel. Ce qui nous détruit, c'est là où nous devons trouver ce qui va nous construire. Et nous, les intellectuels qui croyons en cette perspective du changement radical pour ces pays, il faut que nous inventions de nouvelles perspectives, que nous lancions de nouvelles initiatives et que nous puissions arriver ainsi à construire notre pays. Je crois que Cash qui est ici, j'ai écouté sur la radio au Capi, faire des propositions rien que sur le théâtre dont il est spécialiste et sa capacité de changer ce pays. Et si on l'écoutait et on mettait seulement et en musique et qu'on organisait autour de ces idées. Les idées, il y en a plein dans ce pays, mais il n'y a pas un lieu où nous les rassemblons pour dire maintenant nous allons changer le Congo. Eh bien, le temps est venu, maintenant il nous faut changer le Congo, alors changer d'intellectuel. Voilà ce que moi je pense. Merci. Merci, on applaudit. Nous pouvons maintenant espérer que le Congo de demain ne sera plus comme celui auquel nous assistons aujourd'hui. Sini